embarrassé. Donc j'ai appris un peu tard. Donc j'ai dit, tiens, j'aimerais bien venir. On m'a dit oui. Et tout d'un coup, je reçois le smiley. Je dis, ah. Donc je vais essayer je vais essayer de faire en sorte qu'on rigole un peu. Oui. Ça va pas être facile, Alors, mais en même temps... C'est pas obligé. Non, mais c'est mieux. On en discutait tout à l'heure et on peut dire qu'on va parler aussi d'une vaste farce, quand même, voilà. avec ce livre. Je parle de mon papa. Voilà. Ça commence bien. Oui. Bon, alors, Sorge Chalandon, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de vous présenter, parce que je crois que le public en général, mais le public rennais en particulier, vous connaît bien, vous apprécie. Mais écoutez, vous jouez presque à domicile, j'ai envie de dire ici. La même personne qui vient 3 fois à Rennes depuis août pour raconter 3 fois la même chose sur le même livre, ça peut être lassant. Donc on va parler d'autre chose, je sais pas. Du dernier livre qui vous a fait rire, par exemple. Écoutez, je crois qu'on va quand même c'est un rester... homme de Primo Levi qui est... D'accord. Voilà, bon. Ça y est, après Voilà, on arrête là. Bon. Voilà. On arrête la plaisanterie. Donc, je rappelle que vous avez été journaliste à Libération. Je tiens à parler de votre métier de journaliste que vous poursuivez aujourd'hui au Canard enchaîné. Car, voilà, je me demandais à la lecture de ce livre qui éclaire d'un jour très particulier vos précédents romans. Mais aussi peut-être votre travail de journaliste. C'est l'une des questions que je me suis posée à la lecture de ce Profession du père. Alors, roman, est-il écrit sur la couverture ? C'est un roman. Tout de même, un roman, écrit à la première personne, mais un... Alors, qu'est-ce qu'un roman ? Qu'est-ce qu'un roman ? Effectivement, on peut peut-être commencer par là, parce que c'est quand même intriguant. Rassurez-vous, alors qu'est-ce qu'un roman ? Voilà, non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'interrogation écrite à la fin de l'échange. Non, c'est pourquoi j'ai choisi le roman. Tout dans ce livre, à part une scène, alors je ne vous dis pas laquelle, mais tout est vrai, c'est-à-dire que c'est mon enfance. Sauf que je ne suis pas comme Émile. D'abord, je ne m'appelle pas Émile, donc déjà ça c'est du roman, c'est de la fiction. Je ne suis pas restaurateur de tableaux du 18e comme Émile dans ce roman. Je n'ai pas un fils qui s'appelle Clément, mais j'ai 3 filles. Et Émile est un personnage qui est duel, puisque c'est la construction, c'est mon frère plus moi. Donc tout ça, c'est le roman. Tout ça, ça me permet, moi, de me protéger. Je me mets un petit masque, une petite carapace, voilà. Mais une fois qu'on a compris que Émile, c'est moi, on se retrouve dans la totalité terrifiante d'une enfance qui est mon enfance. Mais je trouve que parler de mon enfance avec mon nom, le nom de mon père, etc., je trouve ça obscène. Il y en a qui le font très bien. Il y a des gens qui font ça très très bien, qui parlent de leur douleur. Moi, ce que je veux... je crois que j'ai réussi quand on vient me dire dans un salon du livre « le pauvre petit Émile ». Et là, je dis « ok, ça y est, c'est réussi ». Je n'ai pas envie qu'on pleure sur moi. D'ailleurs, ce n'est pas un livre où on pleure. Ça peut être un livre où on rit, le mec qui essaye d'être dans le thème. Mais en tout cas, c'est à chaque fois, dans mes livres sur l'Irlande, je ne suis pas luthier, je ne m'appelle pas Antoine. Dans le 4e mur, je ne suis pas metteur en scène de théâtre, mais je suis allé à Sabra et Shatila. Mon ami irlandais était un traître, mon père était celui-là. Et partant de ces choses qui sont une blessure réelle, j'essaye de prendre de la distance pour avoir l'élégance. Je trouve que le roman a plus d'élégance que la vérité, que la réalité de la vérité. C'est-à-dire, alors par rapport, c'est un journaliste qui dit ça. Oui, bien. Oui, mais là, justement, c'est-à-dire que je suis journaliste le jour, je suis auteur ou romancier la nuit, et je me permets là, je me permets enfin de dire je. C'est-à-dire, sur les livres sur l'Irlande ou sur le roman sur Sabra et Shatila ou sur ce roman-là, je me permets de dire je. C'est-à-dire que je me réapproprie tout ce qui fait mon socle, ma douleur, mon désarroi, ma tristesse, ce qu'un journaliste ne peut pas faire. Aucun journaliste veut dire, si, il y en a qui le font, et je trouve ça atroce quand un journaliste de guerre explique pendant une demi-page le courage qu'il a eu pour arriver jusque-là, je trouve ça à vomir. C'est son boulot, donc il y va. Un journaliste qui va sur un front de guerre, il prend autant de risques
pêcheur sur son bateau qu'un couvreur de toit sur son toit. C'est son boulot. Donc le journaliste parle de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, pas de ce qu'il vit, pas de ce qu'il est. Et moi, j'ai passé ma vie de journaliste à jamais parler de ce que je ressentais, de ma tristesse, de mes larmes, de mon courroux, de ma colère. J'ai jamais parlé, évidemment, de ce que je ressentais en guerre, parce que je n'ai pas le droit, parce qu'un lecteur n'achète pas un journal pour savoir ce que pense le journaliste, mais pour savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, le reporter. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que je ne peux être que Antoine, là je suis Émile, une autre fois je suis Georges, parce que je prends une distance nécessaire qui permet, je ne dis pas que le journaliste n'est pas élégant, mais qui me permet de dire je sans être tout à fait moi. Je, c'est Émile. Tout le monde va dire, il est complètement fou. Oui, j'assume. Je suis Émile, je suis Antoine, je suis Georges, je suis le Bosco dans Une promesse, et étant tout cela, je me réapproprie Georges. Et cette... Non, juste, c'est pour rire. Dans plein de salons du livre, il y a des psys qui viennent me donner leur carte, qui l'ont lu. Je vous jure. Les gens qui viennent me voir avec un trait très sombre comme ça, en me disant, écoutez, je l'ai lu, alors apparemment ça va bien et tout, mais au cas où, et ils me tendent leur carte, des lacaniens surtout. Je ne sais pas s'il y a des lacaniens dans cette salle, mais c'est eux qui sont au rendez-vous. Donc il ne loupe pas le coche. L'élégance, c'est la distance, c'est aussi peut-être réduire les choses à l'essentiel, parce que vous disiez que ce jeune Émile et la conjonction de votre frère et de vous, on a le sentiment, quand on entre dans ce livre, d'une action dépouillée presque à l'extrême. On est dans un huis clos. Dans un double huis clos, je dirais même. Il y a une secte, mais il y a aussi une ville étouffante. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'un double enfermement dans une ville et dans une famille. Le père, la mère, le fils. Il y a vraiment une expression. Alors, on ne va pas rester sur la règle des 3 unités au théâtre, mais là, en l'occurrence, on est sur une unité de cellule familiale, en fait, sur quelque chose de très réduit. Et là aussi, ça vous aller à l'essentiel comme ça, c'était... une façon de garder cette élégance dont vous parliez. Alors, je suis désolé parce que j'ai l'impression que je me répète, donc c'est très désagréable, mais tant pis. Mon premier roman s'appelle Le Petit Bonzi. Et c'est l'histoire d'un enfant bègue. Le bégaiement de mon enfance, qui existe encore quand je suis énervé, quand je mens, c'est vachement pratique ça, quand je mange, je vous jure, quand je mange, je bégaye. Mais oui, mais il ne faut pas trop le dire, mais quand je mange, je bégaye. Donc, le bégaiement m'a obligé depuis l'enfance, à aller dans l'épure pour les mots, pour les phrases. Et je ne peux pas imaginer de gonfler des phrases de mots sans importance. Donc ce n'est pas de la sécheresse, mais c'est le besoin d'aller là où le mot est le plus cru et le plus nu. Donc j'ai envie que dans une phrase tienne un monde entier sans avoir à décrire le monde. Mais juste cette phrase-là va nous amener dans un monde entier. Donc moi, je n'ai pas cette impression le mot sécheresse n'a pas été prononcé, mais c'est ce que j'entends. J'ai l'impression non seulement j'étais bègue, mais en plus j'avais de l'asthme. Et donc tout ça oblige à reprendre sa respiration, à s'économiser. Je multiplie les points, parce que je me cache derrière le point avant de repartir à l'assaut de la phrase. Mais tout ça, on me dit, c'est un style. Ce n'est pas un style. Pour moi, c'est une obligation d'écriture. Parce que je pense comme ça. C'est-à-dire, je ne me dis pas, ce n'est pas la posture qui veut que les phrases soient courtes. Ce n'est pas ça du tout, c'est que je n'ai pas d'autre choix. L'oralité et l'écrit sont obligés d'en passer par là. C'est-à-dire, il faut que la phrase... Je n'ai pas le droit de trahir les mots. Si je trahis les mots, je bégaye. D'accord. Et même dans l'écriture. Trahir les mots, ce serait en rajouter, les enfler. C'est le fameux « je t'aime ». « Je t'aime », c'est un exemple. Hein. Oui, tout à fait. Je le prends comme ça. J'essaie de faire « je t'aime ». Je t'aime beaucoup. Je t'aime infiniment. Je t'aime à la folie. Le « je t'aime » est mort. Dès qu'on rajoute quelque chose avec ce mot-là, il n'existe plus. Moi, je donnais des cours dans une école de journalisme, et un jour, on travaillait sur le plus difficile de tout, c'est le fait divers. Comment on parle d'un fait divers.
Et les jeunes élèves, les jeunes étudiants, le thème, c'était le viol. Et des jeunes écrivaient un viol abominable ou un viol épouvantable. Je dis, mais est-ce qu'il y a des viols sympas ? Donc le viol porte en lui l'abomination. Donc il y a des mots qui ne souffrent rien de plus que le mot lui-même. Et moi je fais attention à ça tout le temps, à dire restituer le mot, non pas dans sa froideur, mais dans sa nudité. Et dès qu'on rajoute au mot, on perd le mot. Et le mot s'assèche. Je trouve. Oui, mais alors moi je ne parlais pas de sécheresse dans votre livre, mais bien d'une phrase qui effectivement va à l'essentiel, et d'autant plus dans ce roman où on voit un enfant qui d'une part se fait battre comme plâtre régulièrement, et puis quand ce ne sont pas les coups, c'est l'éducation paramilitaire, puisque, bon, pour situer, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce roman, mais juste pour resituer, on est en 61-63, enfin on est sur 2 ans de la vie d'Émile, où voilà, son père est dans l'idée d'en faire un soldat de l'OAS et d'aller tuer De Gaulle. Alors on va développer cet aspect-là du roman, mais pour en revenir à la situation, donc on a effectivement un garçon qui se fait battre comme plâtre, qui se fait réveiller à 3h du matin et puis qui fait des exercices pour s'endurcir, etc. Et on a quand même le sentiment qu'on entre dans cette histoire comme dans une histoire normale. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez sur l'écriture. On est vraiment... Il n'y a pas de jugement de valeur. Non. Émile donne la situation telle qu'elle est. Elle nous fait froid dans le dos à nous. Mais Émile ne se plaint pas. Mais je voulais surtout, moi je trouve ça important, je voulais qu'il n'y ait pas une larme dans ce livre-là. J'ai pleuré en l'écrivant. Les larmes, elles ont coulé sur ma joue. Je ne voulais pas qu'elles coulent dans le livre. C'est dégoûtant. Donc, je voulais... Alors, pour le coup, oui, la sécheresse, je pense que l'épouvante, l'effroi n'ont pas de larmes. L'effroi, c'est quelque chose qui empêche de respirer, mais on n'en pleure pas. C'est-à-dire qu'on est... Moi, ce que je voulais, c'était le même désarroi, la même tétanie qui me hantait lorsque j'étais enfant. Mais surtout, et vous avez raison, je ne juge pas, mais dans Mon traître et retour à Quillybeck, je n'ai pas jugé mon traître. Dans le 4e mur, je n'ai jugé aucun des camps, aucun des assassins, alors qu'on peut juger. Et là, je ne voulais pas juger ni mon père, ni ma mère. Et d'ailleurs, souvent dans les dédicaces, j'écris, je vous en supplie, ne jugez pas. Et pour moi, ça, c'était raconter l'épouvante sans qu'aucun mot ne la dise, mais qu'elle soit perçue comme telle. Alors l'épouvante, elle vient, on a parlé des coups, oui. Mais elle vient surtout... Qui sont annexes. Bien effectivement, sûr. Puisque la violence la plus extrême qui est faite à ce jeune Émile, c'est le mensonge, bien sûr. C'est la folie, la mythomanie, et dans laquelle on entre aussi, là aussi, c'est un tour de force que vous réalisez lorsque l'on comprend à quel point elle est présente. C'est l'histoire des Compagnons de la chanson, oui. Où le père en vient il en veut à la mère parce qu'elle a osé sortir, aller écouter un concert des Compagnons de la chanson, et il explique au petit garçon le lendemain, parce qu'il enferme la mère dehors quand elle rentre, et il explique au petit garçon mais tu comprends, les Compagnons de la chanson, je faisais partie du groupe avant, j'ai été exclu, c'est moi qui les ai fondés, c'est moi qui les ai créés, et il lui dit une phrase qui est assez terrible, c'est tu comprends. Tu comprends. C'est-à-dire qu'on comprend, nous, lecteurs, à quel point ce jeune Émile est à la fois embringué, enfin, attiré dans ce mensonge, aspiré, et tout à fait déstructuré par ce mensonge qui est instillé peu à peu, accepté. Et moi, ce que je voulais, c'est-à-dire que moi, je voulais mettre le lecteur dans la position de l'enfant. On croit ce que son père dit. On le croit. Et moi, j'avais envie que quand on commence ce livre et qu'on voit que le père, il est professeur de judo, il a créé les Compagnons de la chanson, il a sauté sur Dien Bien Phu. Moi, ce que je veux,
c'est que le lecteur se dise c'est incroyable tout ce que cet homme a fait, mais comme l'enfant, et que brutalement il y ait doute, et que le doute s'immisce. Mais je ne veux pas, je ne voulais pas au début commencer par c'est un menteur. Moi, l'enfant que je suis, l'enfant que j'ai, mon Dieu, l'enfant que j'ai été, pardon, faut faire attention au temps. Vous allez encore avoir des cartes à la fin de l'entretien. Oui, c'est vrai. Là, ça va être des cartes. Orthophonie, ça me change. L'enfant que j'ai été et l'adulte que je suis là encore. Moi, j'ai passé mon temps à déstructurer ce que mon père disait. C'est-à-dire que si on ne croit pas son père lorsqu'on a 12 ans, quand mon père rentre à la maison un jour et dit « Voilà, je voulais te dire quelque chose, il y a une guerre en Algérie, je suis l'un des chefs de ceux qui sont pour l'Algérie française, etc. » Et ce que j'entends à la radio, à la télévision, quand mon père me dit ça en pleine nuit, je suis obligé de le croire, je veux le croire. Et c'est ce qui est terrible, c'est que oui, il y a les coups, mais les coups, je pense que depuis La Folle Coche, depuis Vipère au point, s'il n'y avait eu que les coups, j'aurais jamais écrit de livre. C'est banal, on m'aurait dit tiens, il y a encore un livre sur un enfant battu, ça va, c'est bon, il y en a partout des livres sur un enfant battu. Donc c'est pas le thème. Le thème, c'est pas un enfant battu. Les coups, c'est en plus. Les coups, moi, je me souvenais en classe, lorsqu'on arrivait en classe, mais véritablement, on venait à 2 ou 3, on arrivait le matin à l'école avec des cocards, et l'instituteur disait « Ah, je vois que les pères se sont occupés de vous, c'est bien. » Donc c'était juste, aujourd'hui, c'est la DAS, c'est la une de Ouest France. Là-bas, c'était la punition corporelle faisait partie de l'éducation. Donc c'est pas ça le problème. C'est annexe. C'est annexe. Ce qui compte, c'est que l'homme qui porte les coups, il y a des moments, c'est un prestidigitateur, c'est un metteur en scène, c'est un homme qui s'invente des vies que l'enfant croit et qui entraîne petit à petit son fils dans ces vies-là. Et moi, je mettrais ma vie à en sortir de tout ça. Chaque fois que mon père, chaque fois que le père d'Émile passe la porte de sa chambre, il a un métier nouveau. C'est toujours des métiers en rapport avec l'actualité. Alors justement, pour vous faire sourire un peu, j'essaye de me remettre dans le smiley, mais n'importe quelle famille française, lorsqu'on écoutait à la radio, je me souviens très bien, le passage au Nouveau Franc, vous vous souvenez, pour les plus anciens, le passage au Nouveau Franc, tout le monde entend ça à la radio, et mais on va rien comprendre, etc. Mon père, lui, nous sommes à table, ma mère commence à ronchonner, déjà que c'est très compliqué, et puis lui il dit quand même, Pinet m'a entendu. Pinet, c'était ministre de l'économie. Hein. Non. Puis attends, parce qu'en plus, attends, moi ça fait 10 ans que je les tanne avec le franc lourd, il faut passer au franc lourd. Puis attends, non, au nouveau franc. Puis attends, j'ai même inventé un mot, est-ce qu'ils vont le reprendre? Le mot c'est franc lourd. Et le type parle, et à un moment donné, il dit, le franc lourd, il dit, voilà. Et tu vas voir, je ne vais pas apparaître. Toujours, Chalandon, on n'en parle jamais. Toujours dans l'ombre. Et moi, quand je rentre, imaginez-vous, je ne suis pas très beau, je ne suis pas très grand, je suis bègue. J'arrive en classe, mes copains, t'as vu, il y a un nouveau franc? Ouais, c'est mon papa qui l'a inventé. Succès garanti, je peux vous dire. Et ce qui est terrible, c'est que quand un enfant ment, lorsqu'un enfant dit ça, personne n'imagine qu'il y a un père derrière qui est, lui, le menteur. Donc moi, j'étais le véhicule du mensonge de mon père. J'en prenais plein la figure tout le temps. J'étais une sorte de dingue par rapport aux autres. Les autres pensaient que j'étais une sorte de dingue. Et personne n'imaginait que derrière l'enfant, il y avait le chef de la secte, il y avait le menteur en chef, et que l'enfant ne faisait que répéter ce qu'il espérait vrai. Qu'il espérait, parce qu'il y a une séduction du mensonge. C'est vrai que lorsque l'on emmène un petit garçon dans les rues de Lyon en lui disant cache-toi au coin de la rue, Lyon. etc. C'est écrit nulle part, Lyon. Ce n'est pas écrit. C'est entre nous. Hein. Effectivement, oui. Mais la famille, il y a un quai des Soyeux quand même. Il y a le quai des Soyeux et la famille s'appelle Choulan. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais ici, mais la montée de Choulan, c'est la grande montée de Lyon. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Et donc, se cacher dans les rues d'une ville de province avec une rivière, jouer au talkie-walkie, jouer au talkie-walkie, dire attention, les flics te suivent, on fait diversion, passe là-bas et moi je vais t'attendre plus loin. On jouait aux cow-boys et aux Indiens avec mon père. Mm-hmm. C'est-à-dire alors lui, son rapport
à l'espionnage. C'était en gros ce qu'il voyait dans les films de cinéma, les nanars des années 60. Et donc, un jour, il rentre à la maison, il s'était acheté un trench coat. Il m'avait acheté le même. Alors, mon frère n'est pas dans le livre, mais à mon frère aussi. Il y avait 3 trench coats. Donc, nous étions tous les 3 en trench coat. Et on sortait, imaginez-vous, la ville de Lyon, j'espère que ça vous fait rire, la ville de Lyon, lui, il avait un chapeau, pas nous, heureusement, et il avait les premiers talkie-walkie, avec, ça devait peut-être une distance de 20-30 mètres, c'était pas énorme. Et on se mettait à Lyon, donc il se mettait des lunettes noires, un chapeau, trench coat, des gants, au mois de juillet, et il se mettait rue de la République, à Lyon, comme ça, avec son talkie-walkie. Il prenait l'air qu'il avait vu dans un film quelconque, Copland prend des risques, ou Dominique Paturel, des gens comme ça, dont vous vous souvenez peut-être. Et nous, on était cachés en face, donc Émile, seul, est caché en face dans une porte cochère, dissimulée, comme ça. Et quand les Lyonnais passent, les Lyonnais du dimanche, ils ont bien mangé, ils vont faire un petit tour à Lyon, comme ça ils marchent, et brusquement, la famille lyonnaise qui marche tombe en arrêt devant un type qui est comme ça, qui fait « La ville est calme ». Je répète, « La ville est calme ». Et moi, nous, cachés en face, on dit « Yes, sir, yes, sir ». Et là, nous avions... D'abord, les gens étaient interloqués. Personne ne se disait « C'est un dingue ». Ils devaient se dire « Tiens, c'est qui ce... » Pleine guerre d'Algérie, qu'est-ce que la CIA fait là en même temps? Parce que lui, c'est ça qu'il jouait. Mais pour nous, c'était les cow-boys et les Indiens. C'est-à-dire c'était assez magique, c'était assez drôle. Sauf que ce qui n'est pas drôle, c'est qu'à aucun moment, il nous disait on va jouer à ça. Il disait je pars en opération et vous venez avec moi. Et la phrase qui est monstrueuse, une phrase dégueulasse, toute ma vie, il a fallu que je lutte contre cette phrase-là, toute ma vie, véritablement, c'est que chaque fois qu'on faisait des choses comme ça, sa phrase type qu'il inculquait à ses enfants, donc qu'il inculque à Émile, c'est « Souviens-toi toute ta vie, mon fils, ils sont cons, les gens ». Et cette phrase est d'une violence absolue. Ils sont cons, les gens, pour se sortir de... Heureusement, après, je fugue, je m'en vais, je me reconstruis, etc. Mais partir d'un moule familial où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de livre, où il n'y a rien, où il n'y a pas de culture, il y a de la sottise, avec une sorte de gardien du temple qui répète ils sont cons les gens. Vous sortez de là et vous rendez compte que dehors, il y a du soleil, il y a de la musique, il y a de la beauté, il y a de la littérature, il y a des blancs, il y a des noirs qui sont égaux. C'est étrange parce que j'ai cru le contraire. Il faut tout réapprendre à zéro. Cette violence-là est totalement autre et beaucoup plus dure, beaucoup plus terrible à surmonter que la violence des coups. Elle est destructrice parce qu'elle ne permet de rien construire. Rien, et il n'y a pas la trace. Émile, c'est difficile de jongler entre Émile et... Mais là c'est Émile, mais là c'est je et Émile. C'est très difficile d'arriver dans la vie sans trace, sans socle, sans ce que les parents donnent à l'enfant, sans bagage, sans confiance, sans certitude, sans savoir quel est le vrai du faux, où est la vérité. C'est étrange. Mon frère est devenu détective privé. Oui, lorsque l'adultère était encore puni par la loi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fut un temps où l'adultère était punissable, était un délit. Il est devenu détective privé, c'est-à-dire la recherche de la vérité, et moi journaliste. Et vous, journaliste. Très étrange quand même. Oui, symptomatique. Il a un trench coat en tant que détective privé. Non, votre frère, non. Non. Il est un peu plus non, discret. mais aujourd'hui, il est huissier, donc c'est totalement... nous sommes passés ailleurs. Il y a un moment dans le livre où on a bien compris qu'on était dans une démarche, effectivement, où le mensonge est très présent. Vous parliez de l'absence de traces. Il y a aussi, je reviens encore à l'isolement, puisque c'est un père qui coupe tout lien. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est au-delà d'un père qui coupe tout lien. Je pense que maintenant que j'y réfléchis, c'est en écrivant ce livre, je pense qu'il a été démasqué toute sa vie, et chaque fois qu'il était démasqué, il coupait les liens. Donc il a été démasqué d'abord par sa belle famille, puis par sa famille, puis par ses amis. Puis nous étions absolument seuls. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu une famille aussi seule. Et ma mère vit seule aujourd'hui, puisque mon père est mort. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. On y reviendra, oui. Lorsque je téléphone, elle me dit « Bonjour Serge ».
Le téléphone, ça peut être que, Ça peut être que vous. ça peut être absolument que moi parce qu'il n'y a personne. Ils ont rompu tous les ponts violemment, brutalement et définitivement avec tous ceux qui avaient démasqué la folie de mon père. Démasquer La sa folie folie d'Émile, pardon. La folie du père d'Émile. du père d'Émile. En même temps, il y a juste une allusion, parce qu'il y a cette interrogation sur la profession du père, Oui. qui ne sera jamais résolue. Mais À ce jour, que je n'ai pas résolu. que non, vous ne bien sûr. connaissez pas. Non. Il y a juste, plus que la profession, il y a aussi tout un passé qui surgit au détour d'une phrase, c'est-à-dire que les parents du père, Oui. suggèrent juste avant qu'on ne coupe encore les ponts avec eux, parce qu'effectivement, ce sera fini ensuite, qu'il n'a pas été du bon côté pendant la guerre. Vous lisez bien, hein. Non, je vous jure, elle lit vachement Mais- bien. Alors, mais non, cette- non, mais attendez. Oui, je Mais vous m'explique. écrivez bien, alors ne retournez pas les choses. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas lu cette phrase-là. Cette phrase-là, je ne pouvais pas aller au-delà, parce que déjà, le père menteur sur la guerre, c'est dans la légende de nos pères. Donc je ne voulais pas refaire le petit bonzi bis le retour, il n'est pas content, la légende de nos pères 2 avec Jean Reno, je ne sais pas quoi. Donc j'ai juste cette phrase-là, mais toute cette phrase-là sur le mensonge du père pendant la guerre, le grand résistant, tout ça a été absolument faux, c'est dans la légende de nos pères. Mais tous ces livres-là ont été écrits de son vivant. Donc c'est des livres, en fait j'ai tourné autour de ce livre depuis plus de 10 ans. Qu'en disait-il, lui, de vos romans? Et il trouvait ça bien parce qu'il ne se reconnaissait pas. Jamais? Mais non. Il ne sait pas ce que... Dans la légende de nos pères, imaginez-vous. La légende de nos pères, c'est un biographe familial dont le papa est un grand résistant. Et ce grand résistant existait. Il s'appelait Frilet. Et d'ailleurs, son livre est offert à son fils. Et ce grand résistant appartenait à un grand réseau de résistance qui s'appelait Vengeance. Et Vengeance, c'est un réseau de résistance où tous les chefs du réseau ont été déportés et sont rentrés en France trop tard. Une fois que les drapeaux bleu, blanc, rouge avaient été repliés, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de temps à rentrer de déportation et tous les postes étaient pris. Enfin, la fête était finie. Et tous ces gens se sont tus. Et le père de mon ami s'est tu, c'est-à-dire qu'il a simplement dit « j'ai fait ce qu'il fallait », mais il n'a jamais été dit dans les commémorations, etc. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un biographe familial, ça c'est moi, je m'appelle Marcel cette fois-ci, et ce biographe familial, son père meurt, ce grand résistant. Et il s'aperçoit qu'il l'a manqué. Il n'a pas parlé de ça avec son père. Et un jour, une fille lui propose de faire la biographie de son papa, le grand résistant, un autre. Et là, il se dit, je vais pouvoir, fil à fil, renouer avec mon père. Et ce résistant-là, le grand, le vivant, le vieil homme de 81 ans, l'âge de mon père, à ce moment-là, c'est un menteur. Et le biographe va faire un truc qu'aucun biographe ne fait jamais, il va vérifier. Il va vérifier, et plus il va vérifier, plus le doute va s'insinuer. Mon père lit ce livre-là. Mais comme le biographe dit « je », et que le fils et que le père du biographe, c'est le grand résistant, il ne comprend pas que lui, en fait, est l'autre. Que lui est l'autre. Et lui va jusqu'à dire, et l'autre, là, le type, le menteur, là, oh là, il est dégueulasse celui-là. Alors que c'est lui. Alors que je le décris, mais je décris ses chaussons d'appartement, je décris ses cheveux, etc. Il ne le supporte pas. Tout ce qu'il ne comprend pas très bien quand il ouvre le livre, il dit, pourquoi tu dis que je meurs au début ? Évidemment, parce que c'est l'autre. Puisque c'est le grand résistant qui est mort. Mais... Donc, tout ce qu'il a lu, chaque roman, lorsqu'il les a lus, il ne sait pas ce que c'est qu'un roman. Si la personne dit je dis je, mais en même temps, je m'appelle Paul et ça se passe à Lille, eh ben, ça ne peut pas être lui, puisque je m'appelle Paul et ça se passe à Lille. Il ne comprend pas ce qui se cache derrière les mots, il ne l'a pas compris. Et je ne suis pas sûr que ma mère, aujourd'hui, qui a lu... Je voulais dire quand même, hein, ce livre-là, avant qu'il soit paru, je l'ai donné à lire à ma mère, à mon frère. Ma mère l'a lu et son petit message au téléphone, c'était « Ah oui, je l'ai lu, écoute, mon fils te propose ce livre, on n'en reparle plus jamais. » Comment vont les filles ? Carrément. Voilà, carrément. Donc, ça a été, et mon frère, lui, ça a été « Oh, qu'est-ce que j'ai ri !» Donc voilà. Donc finalement, vous avez une image de la famille qui est à peu près... Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que j'ai ri ? Ça veut dire que tout lui est revenu brutalement, et c'était un rire de libération, un rire de... C'est comment est-ce qu'on a pu, quoi. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, parce que je crois que c'est la clé aussi, c'est ma clé.
c'est que mon frère m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'il n'a jamais rien cru. Qu'il n'a pas cru que le père était professeur de judo, qu'il ne croyait pas qu'il avait fondé les Compagnons de la Chanson, qu'il était pasteur évangéliste, pentecôtiste, qui parlait directement avec Dieu, et non pas les catholiques romains qui ont besoin des prêtres. Bon, moi, je croyais tout ça. D'ailleurs, il se promenait à la maison avec une toge, avec la Bible, oh Seigneur, etc. Donc moi, je croyais à tout ça. Quel était votre rang, vous, par rapport à votre frère? 19 mois de moins que moi, c'est mon petit frère. C'est votre petit frère qui n'a pas cru. Mais en tout cas, chaque fois, il ne croyait pas. Il me l'a avoué là. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu crois que moi, je croyais? Une phrase qui m'a... J'en suis encore ému. Il dit, parce que toi, tu l'aimais. Tout est dit, effectivement. Et l'amour, j'ai pas pensé à ça, quoi. Parce que toi, tu l'aimais. Et lorsqu'on aime, oui, ma chérie, on ira au bout du monde tous les deux. Ah oui. Bon. Mais l'amour, on le sent, effectivement, oui, dans ce roman. On le sent jusqu'au bout, on le sent jusqu'à... Je ne règle aucun compte. Non. J'ai pas envie. Non. Vous allez les retrouver en attendant quelque chose. Oui. Qui n'est pas venu. Jusqu'au bout, ce livre-là, pour moi, c'était la dernière fois, pour ma mère, cette fois, pour lui dire, maman, voilà, petit Émile, tu te doutes bien, hein, parce qu'il y a tellement de choses à nous, dedans, tout est à nous, et je veux que tu le lises, et maintenant que notre bourreau est parti, je veux qu'on se retrouve. Moi, je rêvais, mais véritablement. Donc, elle est toujours à Lyon. Je suis à Paris. Je rêvais, je me suis dit, j'ai pensé beaucoup à ce moment-là. Quand il mourrait, je la ferais venir, ou même j'irais la chercher à Lyon. Puis je l'emmènerais au théâtre, je l'emmènerais au cinéma. Et non, parce que ce livre, mon fils, je propose qu'on n'en parle plus jamais. Et c'était la porte close. Mais moi, j'ai fait mon travail, ma profession de fils en faisant ce livre-là. Vous avez accompli ce que vous aviez à faire jusqu'au bout, ce que vous pouviez donner, effectivement, dans cette famille où, encore une fois, rien ne pouvait se transmettre, effectivement. Donc, rien ne s'est jamais transmis. C'est une famille de silence. Les peaux ne se touchent pas. Oui. Et chaque fois qu'une phrase sort, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ouais. Alors, de la part du père, mais aussi, à un moment, Émile prend comme, je ne vais pas dire un ascendant, mais on le sent devenir adulte, à un moment précis où il vient de se faire battre encore comme plâtre. Et puis, pour se sauvegarder, il raconte un mensonge. C'est peut-être le premier qu'il raconte une histoire de chaînette d'un petit garçon, parce qu'il a un jeune garçon de sa classe qui est venu frapper à la porte. Enfin, il y a tout un épisode, parce qu'il a enrôlé un de ses camarades. Il va reproduire. Il va reproduire et il dit, il invente un mensonge et il dit, mon père m'observait, il avait une façon particulière d'écouter le mensonge. On a l'impression qu'à ce moment-là, il y a une distance. Il commence à mentir lui aussi. Il commence à se rendre compte qu'il est dans le mensonge parce que jusqu'ici, il reproduisait sans se rendre compte. Et on a peur pour Émile à ce moment-là. Est-ce que tout ce qu'il va reproduire dans sa vie, ce sera le mensonge? Et ce regard, je m'en souviens très bien, c'est le regard d'un homme qui dit à son fils, nous sommes identiques. Et c'est un regard monstrueux. Et il a fallu après que je lutte contre ce regard de alors, le mot n'est pas « tu tiens de moi », parce que ce n'est pas possible. Mais je sais que ce jour-là, ce mensonge-là, il l'a regardé, il ne l'a pas cru, évidemment, mais il avait en lui quelque chose qui disait, voilà, c'est mon sang qui parle. Et il a fallu que je me batte contre... C'est difficile de se battre contre son propre sang. Contre cette marée. L'absence d'héritage, c'est aussi la raison pour laquelle la cérémonie des obsèques encadre le livre. Oui. Non, oui. C'était une construction. Non, c'était pas voulu, je pense. J'ai commencé vraiment, véritablement, physiquement, à prendre des notes, au crématorium, à Bron. Physiquement, oui. C'est-à-dire en attendant l'heure, en attendant notre tour. C'était terrible parce que il y avait 3 crémations ce jour-là. Nous étions les 2e.
Et la première crémation, c'était une immense... Il y avait les parents, les arrière-grands-parents, les enfants, tout le monde était là. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait de la famille, il y avait du lien. Après, il y avait et nous, il y avait ma mère, mon frère et moi. Et brusquement, c'est terrible ça, les croque-morts, j'aime pas. Les employés des pompes funèbres étaient plus nombreux que la famille. Et c'est terrible quand nous étions assis dans une salle qui était absolument immense, nous étions 3 assis, et quand il y avait le cercueil, ses employés, il y avait nous 3 assis, et tout d'un coup, c'est l'un d'eux qui rompt le silence en disant un geste peut-être pour le défunt, et ma mère qui me dit un geste pour qui? Et je dis pour papa. Elle me dit oh non, comme ça. Et ces 4 personnes habillées en les croque-morts quoi, ont dû se dire mais quel est cet homme dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est pour ça que je voulais qu'il y ait ça, cette phrase-là, et qu'ensuite je raconte qui était l'homme qui était dans la boîte. Alors, le père d'Émile. Le père d'Émile. Quel était ce père d'Émile qui, effectivement, n'a rien transmis? On s'interroge aussi beaucoup sur la mère. Vous parliez de l'absence de jugement, effectivement. Elle est, elle aussi, un abîme de questionnement. De quoi, ouais. Mais je ne sais pas. C'est un abîme. Oui, je crois que c'est un abîme. Alors, c'est très difficile de parler de la mère d'Émile, c'est plus facile. De la mère d'Émile comme ça, je ne sais pas quelle est la part de sa peur, la part de la sottise, la part de l'inculture. C'est pas facile pour une mère dans les années 60 de prendre ses enfants et de se sauver. C'est pas facile. Et une femme qui travaille, parce que c'est quand même une femme qui travaille. Mais même, je pense qu'elle l'aimait. Je pense que c'est une femme qui l'aimait. Il y a plein de femmes qui vivent des choses difficiles, qui connaissent ce moment où le mari s'excuse. Pardon, je ne recommencerai pas, etc., etc. Et puis ça recommence et ça recommence. Et partir, je pense qu'il faut être d'une intelligence ou d'un instinct animal. Le danger de mort fait qu'on quitte la caverne. Mais elle n'a pas eu cet instinct, n'a pas eu ça. Mais surtout, tous les gens, c'est étrange, hein, tous les gens qui ont lu ce livre n'en veulent pas au père. Parce que le père est fou. Mon père a été diagnostiqué très tard, psychiatrisé, puisqu'il est mort à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon, pour encore une fois, s'il y a des Lyonnais. Mais donc, il est mort sanglé sur un lit. C'était un homme dément. Mais elle, il aurait suffi qu'à un moment donné, elle se penche sur son enfant ou sur ses enfants, et juste qu'elle chuchote, ne craignez rien, je suis là. Je suis là. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit, tout va bien se passer. Et elle ne disait pas. Elle dit, tu connais ton père. Non ? Non, maman, je ne connais pas mon père. Maintenant, je sais ce que cette phrase veut dire. Cette phrase veut dire, tu connais ton père, il ne va pas bien, non, il n'est pas pasteur évangéliste, non, il n'est pas professeur de judo, dont 10 ou 12 judokas sont venus exprès du Japon pour lui rendre hommage. Moi, c'est formidable. Non, il n'a pas sauté sur Dien Bien Phu. Non, tu n'as jamais entendu parler à la télévision de Chal, Jouot, Salan, Zeller, Chalandon. Jamais. D'accord ? Il y avait 4 généraux, c'était un carteron, ce n'était pas un quinquennat. Un quintet, bien sûr. Donc il aurait suffi qu'à un moment donné, ma mère, cette femme, la mère d'Émile, se penche en le rassurant. Et apparemment juste rassurée, était au-dessus de ses forces. Mais juste si je peux me permettre, parce que la violence a suivi la mort, puisque le jour de la crémation, il n'y a plus que ma mère, mon frère et moi, donc Émile et sa mère, seuls. Et mon père avait inventé un personnage qui s'appelait Ted. Je ne vais pas tout raconter, mais un personnage américain qui était mon parrain, chef de la CIA, normal. Et Ted, quand j'avais une mauvaise note en classe, mon père me tapait, une baffe de sa part, une baffe de la part de Ted. Et Ted tapait plus fort parce qu'il était américain et il était à la CIA. J'ai vécu sous la terreur de Ted pendant 2 ans, voire 3 ans. Crémation. On rentre à la maison. Je suis dans la voiture avec mon frère et ma mère. Et là, je lui demande, au fait, maman, il était comment Ted ? Ça y est, il est mort.
Elle retourne dans une maison vide. Le labyrinthe est désert. Le Minotaure, il est mort. Il est parti. Il n'est plus là. Elle me dit, Ted, je dis, oui, tu sais, Ted, maman, l'ami américain de papa, mon parrain, c'est le moment absolu où elle peut dire, oh, écoute, et elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Elle me dit, bah, tu sais, Ted, il était beau comme un acteur américain. Tu vois, un peu comme ton papa lorsqu'il était jeune. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on pleure. Effectivement, on pleure ou pas, parce que votre livre, encore une fois, Sorge Chalandon, évite tous les écueils du pathos, nous laisse face à un abîme de questions quand même, mais tient justement cette gageure de rester sur le fil du rasoir et de donner à entendre et à ressentir effectivement le désarroi et le sable, je dirais le sable sous les pieds de ce petit Émile, dont on comprend qu'il mettra du temps à reconstruire autre chose. On peut comprendre qu'il met du temps à reconstruire autre chose. Effectivement. Alors il y a peut-être, parce que je vois que l'heure avance et que nous allons devoir nous séparer bientôt, mais peut-être que certains d'entre vous qui soit ont lu le livre, soit ne l'ont pas lu, souhaitent s'adresser directement à Sorge Chalandon. On a encore quelques instants pour le faire. Pour les cartes, ce sera un petit peu après, s'il vous plaît. Mais dans l'occurrence, si... Orthophoniste, si, voilà. Pédiatre, spécialiste du transit, il y a tout, il y a toutes les possibilités. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas... Je ne sais plus. Voilà, alors je ne sais pas si certains souhaitent... En tout cas, s'il y a des questions, je suis là aussi exprès pour ça. C'est pas... Et vous y répondrez, sans vous défiler. Bien sûr. Sans... Bon, eh bien, écoutez, peut-être que c'est peut-être. Oui, mais peut-être que Madame. Madame. J'aurais bien voulu savoir quelle est la réaction d'Émile après l'aventure qui a mal tourné, le retour de son petit copain à qui il a fait croire qu'il y avait un coup. Alors, d'Émile ou de Sorge? Oui, parce que donc pour ceux qui on va resituer dans le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc oui, il y a un moment donné, un jour, mon père rentre dans la chambre. Il est devenu, il est l'un des chefs de l'OS, et on va tuer De Gaulle. On va, parce qu'il dit voilà, l'organisation secrète a besoin d'un enfant parce que ça passe partout, les enfants, et on t'a désigné. L'enfant, c'est toi. Donc je me suis couché, j'étais collégien, en pleine nuit, on me réveille. Le lendemain, je suis un soldat et on va tuer De Gaulle. Alors, avec le recul, maintenant, j'en ris parce que je lui avais dit, mais où? Ça va se passer où? Il me dit, ça va se passer 1 rue du commandant Charcot, devant chez nous à Lyon. Et je dis, mais comment je le reconnaîtrais? Il me dit, tu verras, il est en uniforme, il a toujours les bras levés. Bon, alors, maintenant, évidemment, c'est drôle, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et mon angoisse, qui est l'angoisse d'Émile, mon angoisse que j'ai prêtée à Émile, c'est que moi, je ne veux pas me retrouver seul à tuer un homme avec l'arme de mon père, qui est une arme allemande, un Luger P08, il avait choisi le mauvais camp. Et donc, j'ai profité d'un garçon qui était en classe avec nous, un rapatrié, un pied noir, qui arrivait d'Oran, qui avait mon âge, qui était un peu plus grand que nous, un peu plus fort, un peu plus inquiétant. Et je lui ai dit que nous allions tuer De Gaulle, donc on se replace. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi il y a cru, comment je m'y suis pris. Il avait une telle colère en lui, tellement envie de rentrer, tellement il était pas bien là, qu'il m'a cru. On a mis tout ça au point. C'est-à-dire que la différence entre mon père et moi, c'est que lui savait évidemment que personne n'allait tuer De Gaulle jamais. Moi, j'étais persuadé qu'on allait le faire. Je voulais qu'on soit 2. Mais la violence, et ça, c'est une violence, c'est que j'aurais pu en rester là, juste pour qu'on soit 2 le jour où il faudrait appuyer sur la détente. Mais le problème, c'est que j'en ai joué, c'est-à-dire que je l'entraînais, je lui faisais faire des pompes, je lui faisais faire des mouvements, et je reproduisais ce que mon père faisait avec moi. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je le faisais mettre à genoux, le serment en disant « je ne trahirai jamais l'Algérie française ». C'est-à-dire qu'à un moment donné où je me sentais investi d'une force et d'une puissance, celle que mon père avait, contre ce gamin qui
Juste qui avait envie de croire parce qu'il aimait, je pense. Et je vous avoue que quand j'ai écrit ce livre, d'abord je l'ai cherché sur Internet. Maintenant, on trouve des gens sur Internet. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que je lui dirais si je le revoyais, mais ça l'a détruit. Ça n'a pas été très loin. Mais c'est très long non plus pour lui. Non, ça n'a pas été long, ça n'a pas été loin. Mais je lui avais donné rendez-vous à minuit le 31 décembre à Lyon, près de la brasserie Georges. Aucun enfant est dehors à minuit, c'est pas possible. Mais lui, il va y aller. Je lui ai demandé de préparer un sac. Il a préparé un sac. J'avais mis plein de conditions pour qu'il renonce. Il n'a pas renoncé. Qu'il vole les papiers de ses parents, il l'avait fait. Qu'il leur vole de l'argent, il l'avait fait. Et vers 1h et demie du matin, alors que je dormais très profondément, la porte, ça sonne à ma porte, je me réveille, j'entends la voix de ma mère qui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as fait encore ?» Et qui vient, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est un de tes amis qui est là. Et tout d'un coup, je me dis « Oh, mais c'est pas vrai, le con !» Et je fonce à la porte, je suis en pyjama, et mon petit bonhomme qui est là avec son sac. Et la dernière phrase que je lui ai dite, c'est l'immeuble est encerclé, fuis, tout est découvert. Il y a eu ses pas dans les escaliers, puis ses pas sur le gravier. Et à l'école, c'était pendant les vacances de Noël, et à l'école, sa place était vide. Et le professeur nous a dit qu'il avait fait une grosse bêtise. Et on a eu un cours d'instruction civique sur le mensonge et le vol. Et j'ai jamais parlé. Voilà. Et vous ne l'avez jamais revu, jamais. Donc pour répondre à la question de la lectrice. Et je me suis, parce que c'est important, je me suis posé la question que ce personnage ne soit pas dans le livre. Mon éditrice, mon éditeur, des gens qui l'ont lu m'ont dit « C'est gênant, parce que tu comprends, ça donne des mille une image qui est pas bonne, tant pis. Oui. Je suis fait de ça. Ça montre je suis fait de ça. Jusqu'où on va lorsque l'on y Absolument, est poussé. Mais j'ai hésité parce que je ne pouvais pas être la seule victime. Pour me regarder en face, il fallait que je dise qu'à un moment donné, le bourreau était en train de faire de moi un bourreau. Oui. Et l'on comprend que la force d'Émile est la force d'avoir arrêté cette transmission qu'il était en train de sorti. Il en est sorti. Mais ça a été long. Ça a été long, mais je renvoie à ceux qui ont lu le 4e mur. J'ai été reporter de guerre, j'ai fait plus de 20 ans de guerre. Somalie, Iran, Irak, guerre du Liban, Afghanistan. Et c'est en écrivant ce livre que je me suis aperçu, et je suis sûr que je suis allé épuiser toute la violence de mon père là-bas. J'ai épuisé la violence de mon père dans ces lieux où les gens meurent et où les gens tuent. Et je n'aurais pas pu passer de l'enfance à la paternité. Avant d'être à la paternité, il fallait que j'aille dans des endroits où des enfants sont tués pour que brusquement je me rende compte que j'étais du côté des victimes et pas du côté des bourreaux. Il y avait quelque chose à épurer réellement, à vous délester. J'étais purulent, et il fallait que tout ça, que tout ça sorte. Dernière question, Sorge Chalandon. Quand on sort de ce livre, justement, vous avez réussi à mettre en mots ce qui était plus ou moins caché dans plusieurs de vos romans. Vous disiez le rapport au père, la place du mensonge, et effectivement, vous êtes devenu journaliste. Et de la trahison. Et de la trahison, et de la violence extrême qu'elles entraînent. Comment est-ce qu'on sort de ce livre ? Comment on en sort en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'écrivain ? Quelle va être, est-ce qu'on imagine une prochaine étape ? Enfin, est-ce qu'on a le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose ? Oui. Alors, en tant qu'homme, j'ai été entouré, respecté et aimé. Et en tant qu'écrivain, comme chacun de mes romans, à part Une promesse, c'est le seul qui est une fiction pure. Comme chacun de mes romans est né d'une blessure, d'un accident extrêmement intime, je ne m'en souhaite pas d'autres. Et c'est quoi le prochain alors ? Écoutez, je n'ai pas eu mes analyses, peut-être que... alors,
j'ai deux solutions, mais c'est simple. J'en ai pas 10. La guerre, j'en ai fini, vraiment. L'Irlande est retournée, et c'est bien, à ma sphère intime, à mon bonheur, au pub, au bar, à la musique, au chant. En plus, c'est un peuple tellement magique. Mais ça y est, j'ai fait le deuil de ma rancœur. J'ai fait le deuil de la guerre. J'ai fait le deuil du père. J'ai deux solutions. Soit j'arrête, parce que c'est fait, parce que je suis épuisé. Soit je pars en fiction pure, en mettant dans une fiction tout ce qui me porte, tout ce à quoi je crois et tout ce que j'aime, mais en quittant peut-être les blessures intimes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sorge, et en espérant qu'effectivement, peut-être une nouvelle écriture naîtra bientôt, et que vous reviendrez nous en parler à Rue des Livres. Je ferai très attention. Mais on y sera attentif aussi. Merci beaucoup, Sorge Chalandon. Merci pour cet échange. D'accord. Merci. Alors, donc on va se quitter là. Oui, je signale juste que après notre rencontre, on reste en littérature avec Yvon Lemaine, dont les poèmes seront lus et accompagnés par un musicien. Et puis que ceux d'entre vous qui le souhaitent, bien sûr, peuvent retrouver Sorge sur son stand. Merci à tous.